L'hiver s'était abattu sur la frontière comme une main de fer. La nuit avait déversé une neige lourde, et au matin le monde n'était plus qu'un désert blanc, silencieux, où les clôtures semblaient des os et les pins des lances noires. Le froid ne piquait pas, il rongeait. Ethan Calloway vivait seul au bord de ces terres, là où les routes se perdent et où les hommes n'aiment pas poser de questions. Sa cabane tenait contre le vent par habitude. Un poêle, une table, un lit étroit, et l'odeur du bois brûlé, c'était tout. Il avait quitté les villes et les saloons pour ne plus répondre à personne. Ce matin-là, il sortit vérifier l'enclos et son cheval, Gray. Chaque pas craquait sous la neige neuve. Au loin, la plaine semblait retenir son souffle avant une autre tempête. En contournant un amas de rochers, il aperçut une tache sombre sur le blanc parfait. Il crut d'abord à une branche, puis l'odeur métallique le frappa. Du sang frais, qui n'avait pas encore figé. Ethan resta immobile, la main sur la crosse de son revolver par réflexe. Une seconde tache, puis une troisième. Les gouttes dessinaient une trajectoire irrégulière vers le nord, comme une phrase écrite par quelqu'un qui n'avait plus la force de tenir la plume. Il hésita. Il pouvait rentrer, fermer sa porte, laisser l'hiver finir le travail. Personne ne le saurait, personne ne l'attendait, mais ses pieds se mirent en mouvement avant que sa conscience ne trouve une excuse. Il suivit la piste. La neige lui montait aux mollets par endroits. Le vent soulevait déjà des voiles de poudre qui effaçaient les traces, comme si la terre voulait garder le secret. Ethan avançait lentement, l'œil vif, la carabine en bandoulière, cherchant un mouvement, une ombre, un danger, rien. Seulement le blanc, le noir des arbres, et ces gouttes rouges. Plus loin, les marques changèrent. Il y avait des empreintes de mains, des genoux, des traînées, comme si quelqu'un avait rampé. Le sang était plus abondant, le ciel s'était épaissi, et cette lumière plate annonçait les bourrasques. Puis il la vit. Dans une petite dépression, à moitié recouverte, une femme était étendue, la peau livide, les cheveux noirs collés de glace, son manteau sombre était trempé. Autour de son flanc, la neige était souillée, rouge sombre, comme si la terre avait saigné à sa place. Ethan s'accroupit à distance, par prudence. Il chercha un fil, un piège, une embuscade. Rien. Il se rapprocha, posa 2 doigts sur son cou. Un pouls, faible, mais réel. Quand il écarta un pan de tissu, il vit la plaie, une entaille profonde sur le côté, mal compressée, et une marque sur le bras, comme une corde qui aurait brûlé la peau. Cette femme n'avait pas chuté, elle avait fui. Son regard glissa sur son poignet, une bande de cuir ornée de perles. Sur le col, des motifs géométriques. Sur la joue, une trace de peinture rituelle à moitié effacée. Ethan sentit sa gorge se serrer. Un apache. Les souvenirs remontèrent. Des histoires de saloon, pleines de haine, et des rencontres plus anciennes, près des rails, avec des guerriers silencieux. Et la règle murmurait partout. Ne te mêle pas de leurs affaires. Il aurait dû reculer. Il aurait dû se rappeler pourquoi il avait choisi la solitude. Mais il ne bougea pas. Il y avait pire que le froid, l'idée de la laisser mourir là, sans témoin, sans chance. Il glissa ses bras sous son dos et ses genoux. Elle était légère, dangereusement légère. Quand il la souleva, elle gémit, un son rauque, et ses paupières frémirent. Ethan la serra contre lui. Contre sa poitrine, il sentit ce mince effort de respiration qui disait encore « Pas maintenant ». Le retour fut une lutte. La neige résistait, le vent se levait, et ses muscles brûlaient. La femme restait muette, mais son corps se tendait parfois, et Ethan comprenait que chaque pas lui arrachait une douleur. Il murmura, sans savoir pourquoi, « Tiens bon, encore un peu ». Quand la cabane apparut, silhouette grise dans la blancheur, il ressentit un soulagement bref. Puis il remarqua, près des arbustes, des empreintes de chevaux, récentes, déjà mangées par la poudre. Plusieurs. Des hommes étaient passés. Ethan accéléra. Il poussa la porte d'un coup d'épaule et entra dans la chaleur. Il posa la femme sur la table, près du poêle, et jeta du bois dans le feu jusqu'à ce que les flammes montent. La lumière orange révéla mieux le sang séché, la neige incrustée dans ses cheveux, la fatigue gravée sur ses traits. Il coupa des bandes de tissu, nettoya comme il put, serra la plaie. Il travaillait vite, sans douceur inutile, parce que le temps tue. Plusieurs fois, il s'arrêta, l'oreille tendue, persuadé d'entendre un sabot ou une voix. Rien, seulement le craquement du bois. Au bout d'un moment, la femme ouvrit les yeux. Lentement, ses iris étaient sombres, brillants et étonnamment lucides. Elle fixa Ethan comme si elle le reconnaissait déjà. Ses lèvres bougèrent, mais aucun son ne sortit d'abord. Ethan approcha une tasse d'eau tiède
et humidifia sa bouche. Elle avala avec difficulté, puis murmura quelque chose dans sa langue. Ethan ne comprit pas. Elle répéta, plus distinctement, et au milieu des syllabes un mot ressortit, net, impossible à confondre. Ethan. Il se figea. Il ne l'avait jamais vue. Comment pouvait-elle connaître son nom? Un frisson le traversa, sans rapport avec le froid. Son nom n'existait plus pour personne, pas ici. Il l'avait enterré avec son ancienne vie. Pourtant, cet inconnu le prononçait comme une dette à payer bientôt. Elle leva une main tremblante, agrippa la manche de son manteau avec une force surprenante. Ses doigts étaient déglacés, mais la détermination qui passait dans ce geste était brûlante. Elle rapprocha son visage, comme pour déposer son secret dans l'air chaud de la cabane, et, avant que la fatigue ne la reprenne, elle souffla en français, brisé, haletant, mais clair. « Né, merens passe. » La tempête arriva avant la nuit, comme si le ciel avait attendu que la porte se referme pour se déchaîner. Le vent hurla contre les murs de la cabane, secouant les planches, remplissant les interstices d'un sifflement continu. La neige s'abattait en vagues épaisses, effaçant toute trace du monde extérieur. À quelques mètres à peine, on n'aurait plus rien distingué. Ethan referma le verrou et resta un instant immobile, le dos contre le bois, à écouter. Chaque rafale lui donnait l'impression qu'on frappait à la porte avec des poings invisibles. Il savait reconnaître une tempête ordinaire d'un avertissement. Celle-ci n'était pas ordinaire. Elle enfermait, elle condamnait. Il se tourna vers la table. La femme apache était allongée sur le dos, enveloppée dans des couvertures épaisses. Sa respiration était encore irrégulière, mais plus profonde qu'à son arrivée. Le sang avait cessé de couler, remplacé par une douleur sourde qui faisait parfois trembler ses lèvres. Ethan observa la plaie, vérifia le bandage, resserra légèrement. Il avait fait ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait. Il se surprit à murmurer, comme s'il parlait à quelqu'un d'autre qu'à lui-même. « Tu es en sécurité ici. » Les mots sonnèrent faux. Il n'y avait plus d'endroit sûr, seulement des délais. Elle ouvrit les yeux à nouveau, lentement, comme si chaque clignement coûtait un effort. Son regard parcourut la pièce, le poêle, les murs nus, les armes accrochées, puis revint à Ethan. Elle ne montrait pas la peur qui l'attendait, seulement une vigilance profonde, ancienne. Elle essaya de se redresser. La douleur la cloua aussitôt, et un gémissement lui échappa. Ethan posa une main ferme sur son épaule. « Ne bouge pas, pas encore. » Elle se laissa retomber, haletante, mais ses yeux restaient accrochés aux siens, comme pour jauger s'il disait vrai. Un silence s'installa, dense, seulement troublé par le vent. Ethan se rendit compte qu'il ne savait pas comment commencer. Il n'avait pas l'habitude des mots quand ils comptent vraiment. Elle parla la première. Sa voix était rauque, mais déterminée. « Tu vis seul. » Ce n'était pas une question. Il hocha la tête. « Oui. » Elle sembla réfléchir, puis détourna le regard vers la fenêtre, où la neige frappait sans relâche. « Ils ne viendront pas cette nuit, » dit-elle. « Le froid les arrêtera. Mais demain, ou après, » elle serra les dents. « Ils suivent bien. » Ethan sentit une tension lui serrer la poitrine. « Qui » demanda-t-il. Elle hésita, comme si le mot lui coûtait. « Des hommes, de ma tribu, et d'autres. » Elle inspira profondément. Tous ont la même intention. Il s'accouda à la table, croisant les bras. « Pourquoi te cherche-t-il » Elle ferma les yeux un instant, puis les rouvrit. « Parce que j'ai dit non. » Le mot résonna dans la cabane plus fort que le vent. Non à un choix qu'on avait fait pour moi, non à une promesse imposée. Ethan comprit. Il n'avait pas besoin de détails pour sentir le poids de ce refus. Dans ce pays, dire non avait toujours un prix. Elle se tourna vers lui, la voix plus basse. « Tu ne devais pas me trouver. Si tu ne m'avais pas trouvé, ils auraient dit que la neige avait décidé. » Une ombre passa sur son visage. « Maintenant, ils diront que tu as décidé. » Il serra la mâchoire. « Je ne t'ai pas sauvé pour te livrer. » Elle le fixa intensément. « Alors promets-le. » Elle tendit la main, tremblante, vers lui. « Promets que tu ne me rendras pas, ni à eux, ni à personne. » Ethan sentit le piège se refermer doucement. Une promesse, dans la bouche d'une femme blessée, au cœur d'une tempête, avait plus de poids qu'un contrat signé devant un juge. Il pensa aux empreintes de chevaux, aux armes, aux lois non écrites de la frontière. Il prit sa main. Elle était froide, mais ferme. « Je te le promets, » dit-il enfin. Les mots franchirent ses lèvres avant qu'il ne puisse les retenir. La promesse se grava aussitôt en lui, irrévocable. Elle ferma les yeux, comme soulagée, et laissa retomber sa tête contre l'oreiller. Un soupir long, presque un sanglot, s'échappa de sa poitrine.
Ethan relâcha sa main lentement, conscient qu'il venait de lier son destin au sien. La nuit avança. Ethan resta éveillé, assis sur une chaise près de la table, la carabine posée contre le mur. Il raviva le feu régulièrement, écouta la tempête comme on écoute un ennemi. Plusieurs fois, il crut entendre autre chose que le vent, mais ce n'était qu'un arbre pliant sous le poids de la neige. Au milieu de la nuit, elle se mit à trembler. Une fièvre sourde la saisissait. Ethan posa un linge humide sur son front, murmura des paroles sans importance, celles qu'on dit pour remplir le silence. Elle parlait parfois dans sa langue, des mots rapides, presque chantés, que le feu semblait avaler. À l'aube, la tempête faiblit enfin. Le monde était enseveli. Ethan jeta un œil dehors, aucune trace visible, aucun chemin possible. Ils étaient seuls, prisonniers du blanc. Quand elle se réveilla de nouveau, son regard était plus clair. Elle observa Ethan longuement, comme si elle essayait de comprendre qui il était vraiment. « Pourquoi vis-tu ici » demanda-t-elle. « Loin de tous. » Il réfléchit. Parce que certains hommes portent leur passé comme une ombre. Plus on se rapproche des autres, plus l'ombre s'allonge. Elle hocha lentement la tête. « Alors tu comprends ?» Elle inspira profondément. « Ce que je te demanderai ne sera pas facile. Pas aujourd'hui. Mais bientôt. » Il sentit un frisson le parcourir. « Quelle demande ?» Elle le fixa droit dans les yeux. Son regard n'avait rien de suppliant. Il était droit, fier, presque implacable. De m'aider à disparaître. Un silence tomba. Et pour cela, tu devras désobéir, à leurs lois et aux tiennes. Le feu crépita plus fort, comme s'il ponctuait ses paroles. Ethan détourna un instant les yeux, conscient que la promesse qu'il avait faite n'était que le début. La tempête avait cessé, mais quelque chose de plus vaste venait de commencer. Le troisième jour après la tempête, le silence devint plus inquiétant que le vent. La neige s'était tassée autour de la cabane, lourde et immobile, comme un linceul posé sur le monde. Ethan sortit à l'aube, le souffle visible, l'oreille tendue. Aucune trace fraîche, aucun cri d'oiseau. Rien. Le genre de calme qui n'annonçait pas la paix, mais l'attente. À l'intérieur, la femme apache dormait encore. Sa fièvre avait baissé, mais la blessure la clouait toujours. Ethan avait appris à reconnaître ses respirations. Quand elles devenaient courtes, il savait que la douleur revenait. Quand elle s'allongeait, il se permettait de croire qu'elle tiendrait. Il avait cessé de se demander s'il aurait dû la laisser dans la neige. Cette question n'avait plus de sens. Elle était là, vivante, et sa présence transformait chaque objet de la cabane en promesse ou en menace. Elle se réveilla plus tard, les yeux ouverts avant même qu'il ne s'approche. « Tu as regardé dehors » dit-elle. Encore une fois, ce n'était pas une question. Ethan hocha la tête. Rien de nouveau. Elle esquissa un sourire bref, sans joie. Alors ils approchent. Quand il n'y a plus de signes, c'est qu'ils observent. Il lui tendit une tasse de bouillon chaud. Elle but lentement, sans le quitter des yeux. Après un moment, elle posa la tasse et prit une inspiration plus profonde que les précédentes. « Je dois te dire la vérité. » Le ton était calme, mais Ethan sentit que ce calme coûtait cher. « Pas parce que tu me l'as demandé, parce que tu as promis. » Il s'assit en face d'elle, sur le banc près du poêle. « Je t'écoute. » Elle chercha ses mots, comme si elle devait les arracher à quelque chose de plus ancien. « Mon nom est Naya. » Elle posa une main sur sa poitrine, fille de la lignée des aigles rouges. Elle marqua une pause. « Et j'étais destinée à devenir l'épouse d'un homme que je n'ai jamais choisi. » Ethan ne dit rien. Il la laissa continuer. « Cet homme est un chef de guerre, respecté, craint. » Sa voix se durcit. Il a déjà 3 femmes, toutes silencieuses, toutes brisées à leur manière. Elle releva les yeux vers Ethan. Le rituel devait avoir lieu à la fin de l'hiver. On m'a dit que refuser, c'était trahir les miens, que mon corps n'était pas à moi, mais à la tribu. Le feu crépita, ponctuant chaque mot. Ethan sentit une colère sourde monter en lui, mais il la contint. « Et tu as refusé. » Naya acquiesça. J'ai dit non. Devant eux, un éclat passa dans son regard. Je savais ce que cela signifiait. L'exil, ou pire. Elle baissa les yeux vers son flanc bandé. Ils ont décidé que je ne quitterais pas le camp vivante. Elle expliqua la fuite, la nuit, la corde qui avait brûlé son bras quand on avait tenté de la retenir, la lame qui avait déchiré sa chair quand elle s'était débattue. Elle parla sans pathos, comme on raconte une vérité déjà acceptée. Ethan imaginait la scène malgré lui, la violence contenue, les regards détournés. « Pourquoi t'enfuir vers ces terres ?» demanda-t-il enfin. « Tu aurais pu aller plus au sud. » Elle hésita, puis répondit doucement. « Parce que je savais que tu vivais ici. » Le temps sembla se suspendre. Ethan se redressa. « Comment ?» Naya inspira. « Les routes parlent.
les marchands, les hommes qui boivent trop. Elle esquissa un sourire presque triste. On disait qu'un homme blanc avait quitté les siens après avoir refusé un ordre injuste, qu'il s'était enterré dans la neige pour ne plus choisir entre obéir et trahir. Ethan détourna le regard. Il n'aimait pas entendre son passé dans la bouche d'une autre. « Tu ne sais pas tout. »« Je sais assez, » répondit-elle. « Assez pour croire que tu comprendrais le mot non. » Un long silence suivit. Ethan se leva, fit quelques pas, s'arrêta près de la fenêtre. Dehors, le paysage était immobile, trompeusement pur. « Tu réalises ce que tu me demandes » dit-il sans se retourner. « Si je t'aide, ils viendront, ta tribu. Peu, être d'autres. Et ils ne négocieront pas. Je le sais. » Sa voix était ferme. « Et si tu refuses, je partirai quand même. » Elle le regarda droit. « Mais je mourrai avant d'atteindre la frontière. » Ethan ferma les yeux un instant. Il se revit plus jeune, face à un officier qui lui avait donné un ordre simple et sale. Il se revit dire non, et tout perdre en quelques heures. La solitude, la neige, cette cabane. Tout venait de là. Il se tourna vers elle. « Ce que tu fuis n'est pas seulement un homme, c'est une loi. » Naya hocha la tête. « Et ce que je te demande n'est pas seulement de m'aider. » Elle posa sa main sur le bandage, comme pour se rappeler la douleur. « Je te demande de me croire quand je dis que je préfère mourir libre que vivre offerte. » Ces mots frappèrent Ethan plus fort que n'importe quelle menace. Il s'approcha, s'agenouilla près d'elle. « Tu resteras ici jusqu'à ce que tu puisses marcher, » dit-il enfin. « Après, nous verrons. » Elle sembla soulagée, mais pas victorieuse. « Merci, » murmura-t-elle. Puis, après une hésitation, « Ils ne te laisseront pas tranquille, même si tu changes d'avis. » Il esquissa un sourire sans joie. Ils ne l'ont jamais fait. Plus tard, alors que la lumière déclinait, Ethan sortit vérifier les alentours une dernière fois. Près de la lisière des arbres, il aperçut quelque chose qui n'était pas là le matin, un symbole gravé sur un tronc, à moitié dissimulé par la neige. Un signe apache, un avertissement. Quand il rentra, Naya le regarda et sut immédiatement. « Ils sont proches, » dit-elle. Ethan hocha lentement la tête. Le 3e jour s'achevait, et avec lui toute illusion de distance. La vérité était désormais posée entre eux, lourde et brûlante. À partir de ce moment, chaque choix serait une désobéissance. Et aucun retour ne serait possible. L'aube du 4e jour ne se leva pas vraiment. Elle filtra à travers un ciel bas, gris, comme si la lumière elle-même hésitait à entrer dans la vallée. Ethan ouvrit la porte avec précaution. L'air était immobile, coupant, et la neige portait cette surface dure qui garde les empreintes comme des aveux. Il n'eut pas besoin de chercher longtemps. À une 50aine de pas de la cabane, là où les pins s'écartent, des traces de chevaux s'entrecroisaient, pas anciennes, fraîches, leurs bords n'avaient pas encore gelé. Ethan s'accroupit, posa la main sur la neige. Tiède, presque. Ils avaient attendu la fin de la tempête. Ils observaient. Il referma la porte sans bruit et posa la barre. Le poêle ronflait doucement. Naya était éveillée, assise contre les couvertures, le regard déjà tendu. Elle lut la réponse sur son visage avant qu'il n'ouvre la bouche. « Ils sont là, » dit-elle. « Oui. » Un silence s'installa, plus dense que tous les autres. Le genre de silence qui oblige à compter ses respirations. Ethan attrapa la carabine, vérifia les cartouches, puis rangea l'arme à portée de main sans la brandir. Il ne voulait pas que la peur décide avant lui. « Écoute-moi, » dit-il. « S'ils viennent parler, je parlerai. S'ils menacent, je gagnerai du temps. » Naya hocha la tête. Ils ne viennent jamais seulement pour parler. Ils attendirent. Le soleil monta sans éclat. À midi, le bruit arriva enfin. Des sabots, lents, mesurés, qui ne cherchaient pas à se cacher. 3 chevaux s'arrêtèrent devant la cabane. Des voix basses, un rire bref. Ethan sentit son cœur battre plus fort, mais ses mains restaient stables. On frappa. Pas violemment. 3 coups secs, polis. « Over cowboy !» Ethan inspira, ouvrit la porte. 3 hommes se tenaient là. 2 apaches, grands, armés, le regard dur, mais contrôlé. Entre eux, un homme blanc, manteau épais, chapeau tiré bas, une étoile de shérif ternie sur la poitrine. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. « Bonjour, Calloway, » dit-il. « Ça fait long temps. » Ethan ne répondit pas au salut. « Que voulez-vous » Le shérif inclina légèrement la tête. « Nous suivons une femme blessée, une fugitive. Elle aurait été vue dans ce secteur. » Il jeta un regard derrière Ethan, vers l'intérieur de la cabane. « Tu ne l'aurais pas vue, par hasard ?» Naya était hors de vue, mais Ethan sentait sa présence comme une chaleur derrière lui. « Je vis seul, » répondit-il. «
Personne n'est passé ici pendant la tempête. Un des Apaches s'avança d'un pas. Son regard était sombre, chargé d'une colère contenue. Elle a brisé un pacte, dit-il. Ce qui lui arrive regarde les siens. Pas toi. Ethan soutint son regard. Ici, c'est chez moi. Ce qui s'y passe me regarde. Le shérif leva une main, faussement apaisante. Personne ne cherche des ennuis. Donne-la nous, et tout s'arrête là. Ethan sentit la ligne invisible se dessiner. Une parole de trop, et elle serait franchie. Il n'y a personne à donner. Le shérif sourit un peu plus. Tu as toujours aimé compliquer les choses. Il fit un signe discret. Les deux Apaches posèrent la main sur leurs armes, sans les dégainer. Tu sais comment ça finit quand on protège ce qui ne nous appartient pas. À cet instant, un bruit étouffé vint de l'intérieur, le raclement d'un tissu, un souffle mal retenu. Le regard du shérif glissa, s'aiguisa. Ethan comprit qu'il avait perdu l'avantage du doute. « Laissez-le » dit soudain une voix derrière lui. Naya apparut dans l'embrasure, pâle mais droite, appuyée contre le montant. Sa blessure la faisait souffrir, mais elle se tenait comme si la douleur était un luxe qu'elle n'avait pas le temps de s'accorder. Les yeux des hommes se fixèrent sur elle. Le monde sembla se contracter. « Naya » dit l'un des Apaches, d'une voix qui tremblait de colère. « Tu dois revenir. » Elle secoua la tête. « Je ne reviens pas. » Le shérif s'éclaircit la gorge. « Ma fille, ne rends pas les choses plus difficiles. » Elle le regarda sans peur. Elles le sont déjà. Un silence dangereux suivit. Ethan fit un pas, se plaça légèrement devant elle. Elle reste. Le shérif soupira. « Tu fais une erreur. » Il observa la cabane, les traces, le ciel. « On peut attendre. Le froid travaille pour nous. »« Pas ici, » répondit Ethan. « Pas aujourd'hui. » Les Apaches échangèrent un regard. L'un d'eux cracha dans la neige. « Tu n'es rien pour elle, » lança Teila Ethan. « Tu ne comprends pas ce que tu voles. » Naya avança d'un pas, malgré la douleur. « Je ne suis pas un objet. » Sa voix ne tremblait pas. « Je choisis. » Cette phrase sembla fendre l'air. Le shérif se redressa. « Très bien, dit-il. Nous partons, pour l'instant. » Il fixa Ethan. « Mais sache une chose, tu ne pourras pas la garder cachée. Ni ici, ni ailleurs. » Ils remontèrent à cheval sans se presser. Les sabots s'éloignèrent. La neige avala leur passage, mais pas la menace. Quand la porte se referma, Naya s'effondra contre la table, le souffle court. Ethan la rattrapa, la guida vers le lit. « Tu n'aurais pas dû te montrer, » dit-il doucement. « Ils auraient compris de toute façon, » répondit-elle entre deux respirations. « Maintenant, ils savent. » Ethan regarda ses mains tachées de sang frais, la neige sur ses bottes, la cabane qui ne serait plus jamais un refuge. « Oui, dit-il. Et maintenant, ils reviendront armés. » La nuit tomba plus tôt que prévu. Le 4e jour s'achevait avec une certitude nouvelle. Rester signifiait mourir. Partir signifiait trahir. Entre les deux, il n'y avait plus qu'une route étroite, et ils venaient de s'y engager ensemble. La nuit qui suivit leur départ ne fut pas silencieuse. Elle vibrait d'une attente sourde, comme si la vallée entière retenait son souffle. Ethan ne dormit presque pas. Il resta assis près de la table, la carabine contre le mur, comptant les craquements du bois, distinguant le vent des bruits qui n'en étaient pas. À plusieurs reprises, il se leva pour vérifier la porte, les fenêtres, l'obscurité autour de la cabane. Rien ne bougeait, et c'était précisément ce qui l'inquiétait. À l'aube, Naya était déjà réveillée. Elle était assise, le dos droit malgré la douleur, les yeux perdus vers la fenêtre. La pâleur de la veille avait laissé place à une détermination calme. Ethan posa une tasse de café devant elle. Elle le remercia d'un signe de tête, but une gorgée, puis parla sans détour. Ils reviendront cette nuit ou la suivante. Pas pour discuter. Ethan hocha la tête. Je le sais. Un silence s'installa, plus lourd que ceux d'avant. Il n'y avait plus d'illusions à protéger. La cabane n'était plus un refuge, seulement un point sur une carte que d'autres lisaient désormais. Naya posa la tasse. Ses doigts tremblaient légèrement, mais sa voix resta ferme. Il y a une chose que je ne t'ai pas encore dite. Ethan leva les yeux vers elle. Dis-la. Elle inspira profondément. Si je suis ramené, elle s'interrompit, chercha le courage dans un point invisible. Ils feront de mon retour un exemple, pas seulement pour moi, pour toutes celles qui penseraient dire non après moi. Ethan sentit une colère froide se former. Alors nous partons, dès que tu peux tenir en selle. Elle secoua lentement la tête. Ce n'est pas suffisant. Elle le fixa droit dans les yeux. Partir n'effacera pas ce que j'ai fait. Ils me suivront, où que j'aille. Il serra les poings. Je peux te cacher, connaître des routes,
Des hommes qui posent moins de questions. Tu peux gagner du temps, répondit-elle. Pas changer la loi qui me poursuit. Le feu crépita, comme s'il refusait le silence. Naya se redressa davantage, malgré la douleur, et posa ses 2 pieds sur le sol. Ethan voulut l'arrêter, mais elle leva la main. Écoute-moi jusqu'au bout. Il acquiesça. Ce que je vais te demander est interdit, dit-elle. Pour eux, pour toi. Elle inspira. Je te demande de m'emmener au-delà de la frontière. Pas seulement géographique, de m'aider à devenir quelqu'un d'autre. Une femme sans tribu, sans nom ancien. Ethan sentit son estomac se nouer. Tu sais ce que ça signifie? Demanda-t-il. Pour toi, et pour moi. Oui. Elle soutint son regard. Je serai considérée comme morte, traîtresse. Et toi? Elle marqua une pause. Toi, tu seras l'homme qui a volé une femme à sa loi. Ils ne te pardonneront pas. Jamais. Il se leva, fit quelques pas, passa une main dans ses cheveux. Tu me demandes de te choisir contre tous les autres. Non, répondit-elle doucement. Je te demande de me croire quand je dis que c'est la seule façon pour moi de vivre. Ethan s'arrêta près de la fenêtre. La neige brillait faiblement sous un soleil sans chaleur. Il se revit, des années plus tôt, dans un bureau étroit, face à un homme en uniforme qui lui avait dit que certaines choses étaient nécessaires. Il se revit répondre non, et comprendre aussitôt que ce mot coûterait tout. Il se retourna vers Naya. « Et si je refuse ?» Elle ne baissa pas les yeux. « Alors je partirai seul dès que je pourrai marcher. » Un silence. « Et je mourrai avant la prochaine lune. » Ces mots ne sonnaient pas comme une menace. C'était un constat. Ethan revint s'asseoir en face d'elle. « Tu sais que ce que tu demandes me condamne. » Elle acquiesça. « Je le sais. » Puis, plus bas. « Je ne te demanderais pas cela si je n'avais pas vu dans tes yeux que tu avais déjà choisi, un jour, de désobéir. » Il la fixa longtemps. Le feu jetait des ombres mouvantes sur son visage. Il n'y avait plus de refuge possible dans l'hésitation. Seulement un choix, brut, définitif. « D'accord, dit-il enfin. » Le mot tomba entre eux comme une pierre dans l'eau calme. Naya inspira brusquement, comme si elle avait retenu son souffle depuis des jours. « D'accord ? » « Oui, » répéta-t-il. « Je t'aiderai à disparaître. » Elle ferma les yeux un instant. Quand elle les rouvrit, ils brillaient d'une émotion qu'elle ne laissa pas déborder. « Alors il n'y a plus de retour. » « Il n'y en avait déjà plus, » répondit Ethan. Ils passèrent le reste de la journée à préparer ce qui pouvait l'être. Ethan sortit les cartes, traça des itinéraires possibles, évitant les pistes connues, les points d'eau fréquentés. Naya observait, posait des questions précises, mémorisait. Ce n'était pas une fuite improvisée. C'était un passage. À la tombée du jour, Ethan apporta une selle près du lit. « Demain, dit-il, nous verrons si tu peux monter. Pas longtemps. Juste assez pour savoir. » Naya hocha la tête. « Je tiendrai. » La nuit tomba, plus froide que les précédentes. Ethan resta éveillé, mais cette fois, son esprit n'était plus seulement sur la menace extérieure. Il mesurait le poids de ce qu'il venait d'accepter, aider Naya. Ce n'était pas seulement la protéger. C'était rompre définitivement avec l'idée qu'il pourrait un jour redevenir un homme ordinaire. Dans l'obscurité, Naya murmura « Merci ». Ethan répondit sans la regarder. Ne me remercie pas encore, car le 5e jour venait de sceller leur pacte. Et au-delà de la neige, de la frontière et des hommes armés, quelque chose de plus dangereux les attendait. Les conséquences d'une désobéissance assumée. Le 6e jour commença avant l'aube. Ethan n'avait presque pas fermé l'œil. Il s'était levé plusieurs fois pour vérifier l'extérieur, écouter le moindre bruit, observer la ligne sombre des arbres. Le froid avait durci la neige, la rendant traîtresse. Chaque pas laisserait une trace nette. Partir aujourd'hui signifiait être visible. Rester signifiait attendre la mort. Il n'y avait plus de bons moments, seulement le moins mauvais. Naya se réveilla au premier bruit de pas. Elle s'assit lentement, serrant les dents pour ne pas laisser la douleur gagner. Ethan lui apporta de l'eau, l'aida à se lever. Quand elle posa le pied au sol, son visage se crispa, mais elle resta droite. Il la soutint par le bras. Doucement, elle inspira profondément, puis fit un pas, puis un autre. Chaque mouvement semblait lui coûter, mais elle avançait. Ils sortirent dans l'air coupant. Le ciel était clair, trop clair, et la lumière crue accentuait chaque relief. Gray attendait près de l'enclos, calme, comme s'il sentait l'importance de ce jour. Ethan installa la selle avec soin, vérifia les sangles, ajusta les couvertures. Naya observa chaque geste, attentive, comme si elle devait mémoriser ce rituel pour un autre jour, une autre vie. Monter fut l'épreuve. Ethan plaça un tabouret, se mit à son côté.
et l'aida à passer la jambe. Elle retint un cri quand le poids de son corps se répartit. Le cheval frissonna, mais resta immobile. Naya se redressa lentement, trouva l'équilibre. Ethan leva les yeux vers elle. « Ça va ?» Elle hocha la tête, le souffle court. « Je tiendrai. Pas longtemps. Mais assez. » Ils avancèrent de quelques pas. Le cheval se mit au pas, prudent. Naya se crispa, puis se détendit légèrement. Ethan observa sa posture, prêt à la rattraper. Au bout de quelques minutes, elle leva la main. Assez. Ils redescendirent. Elle s'appuya contre l'épaule d'Ethan, les yeux fermés un instant. « Ce soir, dit-elle enfin. Nous devons partir ce soir. » Il acquiesça. Au crépuscule, les ombres seront longues. Ils rentrèrent dans la cabane pour préparer l'essentiel. Ethan ne prit presque rien. Des munitions, de la nourriture sèche, une couverture, les cartes. Il laissa des objets derrière lui sans les regarder, comme s'ils appartenaient déjà à un autre homme. Naya se changea, choisissant des vêtements simples, sombres. Elle ôta la bande de perles de son poignet et la posa sur la table. « Je ne peux pas l'emporter. » Ethan la regarda. « Tu n'es pas obligé de tout laisser. » Elle secoua la tête. « Si je pars avec ça, je ne partirai pas vraiment. » Le temps passa lentement. L'après-midi s'étira, pesant. Ethan sortit une dernière fois pour effacer ce qu'il pouvait des traces autour de la cabane, sachant que c'était inutile. Il aperçut, au loin, un mouvement sur la crête, trop bref pour être certain. Il revint à l'intérieur sans un mot. À la tombée du jour, ils scellèrent de nouveau Gray. Ethan passa une sangle supplémentaire, vérifia la bride. Naya monta avec son aide, plus assurée malgré la douleur. Ethan jeta un dernier regard à la cabane. Le poêle était éteint, la porte fermée. Tout ce qui avait été sa vie tenait désormais dans ce rectangle de bois qu'il abandonnait. Ils partirent au pas, s'enfonçant dans la forêt. Les arbres avalaient la lumière, et le monde se transformait en silhouette. Le froid mordait, mais le mouvement aidait. Naya tenait les rênes, concentrée. Ethan marchait à côté, l'œil aux aguets. Après 1 heure, un bruit lointain se fit entendre. Des sabots, étouffés, mais distincts. Ethan s'arrêta, leva le poing. Naya immobilisa le cheval. Ils écoutèrent. Les sabots se rapprochaient. Plusieurs chevaux. Ethan guida Gray hors du sentier, vers un bosquet dense. Ils se figèrent. Le bruit passa à quelques dizaines de mètres, sans s'arrêter. Des voix basses, des mots indistincts. Quand le silence revint, Ethan sentit son cœur battre dans sa gorge. Ils reprirent, plus vite. La nuit les enveloppait. La forêt s'ouvrit sur une clairière gelée. De l'autre côté, une pente raide menait vers un ravin étroit, presque invisible. Ethan connaissait ce passage. Peut l'emprunter. Trop dangereux. Nous descendons là, murmura-t-il. Naya, qu'est-ce que... La descente fut lente, périlleuse. Le cheval glissa une fois, se rattrapa. Naya se pencha en avant, respirant court. Ethan guida chaque pas. Arrivés en bas, ils s'arrêtèrent, haletants. Au-dessus, des silhouettes apparurent sur la crête. Des torches s'allumèrent. « Ils nous ont vus », dit Naya, sans panique. Ethan sortit la carabine, tira un coup en l'air. Le son résonna, brutal, détournant l'attention. Puis un deuxième tir, plus loin, dans une direction opposée. Il cria, imitant plusieurs voix. La confusion gagna la crête. Les torches se séparèrent. « Maintenant », dit-il. Ils avancèrent dans le ravin, l'eau gelée craquant sous leurs pas. Le bruit couvrait leurs mouvements. Le passage débouchait plus loin sur un terrain chaotique de rochers et de neige tassée. Ethan connaissait le chemin. Il l'avait parcouru seul autrefois, pour disparaître. Après un temps qui sembla interminable, ils s'arrêtèrent, hors de portée immédiate. Naya tremblait, de froid et d'effort. Ethan l'aida à descendre, l'enveloppa dans la couverture. Elle posa sa tête contre son épaule, un instant, sans un mot. « Tu as désobéi », dit-elle finalement, presque avec douceur. Il esquissa un sourire bref. Ce n'est pas la première fois. Ils repartirent, plus lentement, mais déterminés. Derrière eux, les voix s'éteignaient peu à peu. Devant, la nuit s'étendait, vaste et incertaine. Le 6e jour s'achevait ainsi, dans la fuite assumée, dans la première victoire fragile contre ceux qui refusaient le choix, et pour la première fois depuis longtemps, Ethan sentit que la route, aussi dangereuse soit-elle, menait quelque part. La 7e nuit les trouva à découvert, loin de la cabane, loin de toute certitude. Le ravin s'était refermé derrière eux comme une bouche qui ne dirait rien. Devant, la terre ondulait en pente dure, hérissée de rochers, où la neige avait été balayée par le vent.
Le ciel, sans lune, offrait une obscurité nette, presque coupante. Ethan avançait en tête, attentif au moindre reflet, à la moindre respiration étrangère. Naya tenait sur la selle par pure volonté. Le froid s'était insinué dans ses os, et la blessure la brûlait à chaque mouvement. Elle refusait pourtant de ralentir. À plusieurs reprises, Ethan posa la main sur l'encolure de Gray pour modérer l'allure. « On ne gagnera rien à te briser maintenant, » murmura-t-il. Elle acquiesça sans discuter, les mâchoires serrées. Ils progressèrent ainsi pendant des heures, alternant marche et monture, évitant les lignes droites, coupant à travers des terrains que peu d'hommes auraient choisis de nuit. Le vent portait parfois des sons lointains, indistincts. Ethan ne savait pas s'il s'agissait d'échos trompeurs ou de poursuivants prudents. Il décida de ne pas attendre pour le savoir. À l'approche de l'aube, ils atteignirent un repli de terrain où des blocs de pierre formaient un abri naturel. Ethan fit signe de s'arrêter. « On se cache ici jusqu'à la lumière franche. » Naya descendit avec son aide, ses jambes tremblantes. Elle s'assit contre la roche, le souffle court. Ethan sortit un peu de nourriture, lui tendit de l'eau. Elle but lentement, les yeux fermés, comme pour s'ancrer au présent. « Ils sont toujours derrière nous, » dit-elle enfin, sans ouvrir les yeux. Ethan observa l'horizon pâle. « Oui, mais pas aussi près qu'il le voudrait. » Il marqua une pause. « Quand le jour sera là, ils devront choisir entre nous suivre à découvert ou attendre. » Le jour se leva sans éclat, un gris blafard qui révélait tout sans rien réchauffer. Ethan scruta les crêtes. À distance, une silhouette apparut, puis une autre. Des hommes à cheval, arrêtés, évaluant le terrain. Ils n'étaient pas pressés. Ils savaient que la patience est une arme. « Ils attendent des renforts, » dit Naya. « Ou une erreur. » Ethan hocha la tête. « Alors nous n'en ferons pas. » Ils repartirent dès que la lumière le permit, se faufilant entre les roches, suivant des lignes brisées qui masquaient leurs mouvements. Le sol devint plus traître, mêlant glace et gravier. À un moment, Gray glissa dangereusement. Ethan se précipita, retint la bride, murmura des paroles apaisantes. Le cheval retrouva son équilibre. Naya posa une main sur l'encolure, reconnaissante, silencieuse. Plus loin, la vallée s'ouvrit brusquement. Une étendue blanche, large, sans couverture. La traversée serait rapide, mais suicidaire. La contourner prendrait du temps. Ethan réfléchit à peine. « Par la lisière, dit-il. Même si ça nous coûte une heure. » Ils longèrent les arbres, profitant des ombres. Des cris éclatèrent soudain derrière eux. Les silhouettes sur les crêtes s'étaient multipliées. Les poursuivants avaient décidé d'avancer. Ethan ne se retourna pas. « Accroche-toi, » lança-t-il. Il pressa l'allure, choisissant chaque pas. Les branches fouettaient leurs visages, la neige s'effondrait par plaques. Une balle frappa la roche non loin, projetant des éclats. Puis une autre. Les tirs n'étaient pas précis. Pas encore. Ils débouchèrent sur un passage étroit, entre deux parois. Ethan y plongea sans hésiter. Le son des sabots s'amplifia, se rapprocha. Les parois resserraient l'espace, étouffant l'écho. Naya se pencha en avant, serrant les dents. Une douleur aiguë la traversa, mais elle resta droite. À mi-passage, un cavalier surgit sur la droite, trop près. Son regard croisa celui d'Ethan. Il leva son arme. Ethan tira sans réfléchir. Le coup résonna, brutal. Le cavalier bascula, disparut derrière la paroi. Le silence qui suivit fut lourd, irréversible. Ils sortirent du passage en haletant. Naya tremblait. « Il est... » Elle n'acheva pas. Ethan ne répondit pas. Il rangea l'arme, la mâchoire crispée. On continue. La poursuite perdit de sa cohésion après cela. Les cris se firent plus espacés, moins sûrs. La peur s'était invitée des deux côtés. Ethan mena Gray vers un terrain de plus en plus accidenté, jusqu'à ce que les sabots derrière eux deviennent rares, hésitants. Quand ils s'arrêtèrent enfin, à l'abri d'un repli de terrain, le jour était bien avancé. Naya descendit péniblement, s'adossa à Ethan un instant. « Tu as tiré pour moi, » dit-elle doucement. Il la regarda. « J'ai tiré pour que tu vives. » Elle posa sa main sur la sienne. « Le prix augmente. » Ethan acquiesça. Il a toujours augmenté. Ils prirent le temps de reprendre souffle. Ethan examina la blessure de Naya. Le bandage était taché, mais tenait. « Il faudra s'arrêter ce soir, dit-il. Tu as besoin de repos. » Et eux ? Eux aussi. Il esquissa un sourire bref. La fatigue n'épargne personne. Ils repartirent en fin d'après-midi, plus lentement, mais avec une détermination nouvelle. La frontière n'était plus une idée lointaine. Elle devenait une ligne possible, quelque part au-delà des collines.
La 7e journée s'achevait ainsi, marquée par le sang versé et les choix sans retour. Ils n'étaient plus seulement des fugitifs, ils étaient devenus des adversaires, et chacun savait que la prochaine rencontre serait décisive. Le 8e jour s'annonça sous un ciel plus clair, presque indécent après la nuit de violence qu'ils venaient de traverser. La lumière révélait tout, sans pitié. Les traces laissées par la fuite, la fatigue creusée sur les visages, la neige souillée là où le sang avait touché la terre. Ethan se leva le premier, l'esprit encore engourdi par l'image du cavalier tombant. Il n'avait pas rêvé. Ce geste était désormais inscrit en lui. Naya dormait à demi, recroquevillée contre la roche, enveloppée dans la couverture. Sa respiration était régulière, mais chaque souffle semblait peser. Ethan observa longuement son visage, cherchant les signes de fièvre ou d'aggravation. Elle vivait encore. C'était tout ce qui comptait. Ils reprirent la route dès que le soleil fut assez haut pour masquer leur silhouette. Le terrain changeait peu à peu, la neige devenait moins profonde, la roche plus apparente, la végétation plus rare. Ethan reconnaissait cette zone. Ils approchaient d'une limite invisible, là où les pistes se brouillaient et où les cartes perdaient leur autorité. « Nous entrons dans un no man's land », murmura-t-il. « Ni vraiment à eux, ni vraiment à moi. » Naya ouvrit les yeux, attentive. « C'est ici que beaucoup disparaissent. » Il acquiesça. Ou qu'ils sont retrouvés. La fatigue rendait chaque décision plus lourde. Ethan sentait ses muscles protester. Son esprit cherchait des raccourcis dangereux. Il ralentit volontairement l'allure. « On ne court plus, » dit-il. « Ils nous attendent à l'erreur. » Ils avancèrent prudemment, longeant une crête basse. En contrebas, une vallée s'ouvrait, large, parsemée de rochers et de buissons secs. Des traces anciennes sillonnaient le sol. Passage de troupeaux, de convois, de patrouilles. Ethan s'accroupit, examina la terre. Certaines empreintes étaient fraîches, trop fraîches. « Ils ont coupé devant nous, » dit-il. « Ils savent lire le terrain. » Naya se redressa légèrement sur la selle. « Alors ils pensent nous prendre ici. » À peine avait-elle prononcé ces mots qu'une voix s'éleva, claire, portée par l'air froid. « Assez, Naya. Descends. » Ils se figèrent. Devant eux, à l'orée de la vallée, plusieurs silhouettes apparurent, des hommes à cheval, disposés de façon à barrer les sorties. Au centre, un guerrier plus âgé, le regard dur, la posture assurée, le chef de guerre dont elle avait parlé. Naya inspira profondément. C'est lui. Ethan mit pied à terre, posa une main apaisante sur Gray, puis se plaça légèrement devant elle. « On ne discute pas à découvert, » dit-il à voix basse. Le chef avança d'un pas. « Tu as déjà causé assez de désordre, femme. Reviens, et tout peut encore être réparé. » Naya descendit lentement de la selle, malgré la douleur. Elle se tint droite, face à lui. « Il n'y a rien à réparer. J'ai choisi. » Un murmure parcourut le groupe. Le chef serra la mâchoire. « Tu n'as pas ce droit. » Ethan intervint. Elle l'a prise. Les regards se tournèrent vers lui. Le chef le jaugea. « Toi, tu n'es qu'un obstacle. Écarte-toi et repars vivant. » Ethan sentit le poids de chaque regard. Il pensa à la cabane, à la neige, à la promesse. « Je ne m'écarte pas. » Le chef soupira, comme déçu. « Alors tu mourras ici. » Le temps sembla se contracter. Naya fit un pas vers Ethan. « Ne fais pas ça pour moi, » murmura-t-elle. « Ils ne s'arrêteront pas. » Il la regarda. « Je le sais. » Un geste brusque, et les armes furent dégainées. Le premier tir claqua, sec, éclatant. Ethan se jeta derrière un rocher, tira en retour. Les chevaux s'affolèrent. Les cris se mêlèrent aux coups de feu. Naya se mit à couvert, le souffle court, cherchant un passage. Ethan bougeait sans réfléchir, utilisant le terrain, changeant de position. Une balle frôla son épaule, brûlante. Il grimaça, continua. La vallée résonnait de chaos. À travers la fumée, il aperçut le chef avancer, implacable, couvert par les siens. « Naya !» cria Ethan. « À gauche, vers les rochers !» Elle courut, malgré la douleur, chaque pas arraché à la volonté. Un homme tenta de l'intercepter. Ethan tira, le força à reculer. Ils atteignirent un étroit passage entre deux blocs de pierre. Ethan se plaça en arrière, tirant pour couvrir la retraite. Les poursuivants hésitaient, prudents après la perte de la veille. Un cri retentit. Ethan vit le chef s'effondrer, touché, non par sa balle, mais par celle d'un de ses propres hommes dans la confusion. Le groupe se figea. Le silence retomba, brutal. Profitant de l'instant, Ethan saisit Naya par le bras. Maintenant, ils s'enfoncèrent dans le passage, glissant, haletant. Derrière eux, les voix reprirent, désordonnées. Mais la poursuite n'était plus coordonnée.
Le choc avait brisé l'élan. Ils coururent jusqu'à ce que leurs forces menacent de les abandonner. Quand ils s'arrêtèrent enfin, à l'abri d'un escarpement, Naya s'effondra à genoux. Ethan la rejoignit, posa une main sur son épaule. Elle tremblait, mais elle était en vie. « C'est fini ?» demanda-t-elle, la voix brisée. Ethan observa l'horizon. Pas encore, mais quelque chose a changé. Elle releva les yeux vers lui. « Tu as affronté ma tribu. Tu n'as plus de retour possible. » Il hocha la tête. « Je le savais quand j'ai dit oui. » Le 8e jour s'achevait sur ce constat. Ils avaient survécu à la confrontation, mais au prix d'une rupture définitive. Désormais, ils n'étaient plus seulement des fugitifs. Ils étaient devenus un symbole vivant de désobéissance. Et la frontière, enfin visible au loin, n'était plus une promesse tranquille, mais une dernière épreuve à traverser ensemble. La 9e journée s'ouvrit dans une fatigue qui n'était plus seulement physique. Le monde autour d'eux semblait suspendu, comme s'il observait en silence ce qu'ils allaient décider maintenant que le sang avait coulé et que les mots n'avaient plus aucun pouvoir. Le passage rocheux les avait protégés pour la nuit, mais au matin, Ethan savait qu'il ne pouvait pas y rester. Les hommes derrière eux allaient se réorganiser. Toujours, Naya était assise, le dos contre la pierre, les yeux ouverts depuis longtemps. Elle ne dormait plus vraiment, elle veillait. Quand Ethan s'approcha, elle posa la main sur son flanc bandé. Le tissu était imbibé, sombre. « Je peux encore marcher », dit-elle avant qu'il ne parle. Il s'agenouilla pour examiner la plaie. « Tu marches parce que ta volonté te porte, pas ton corps. » Il serra le bandage, plus fort qu'il ne l'aurait voulu. Elle laissa échapper un souffle bref, mais ne protesta pas. « On doit atteindre la frontière aujourd'hui. » Elle hocha la tête. « Sinon, je ne tiendrai pas un jour de plus. » Ils repartirent lentement, en silence. Le terrain s'abaissait progressivement, laissant apparaître des zones où la neige se faisait rare. La terre nue, gelée, offrait une marche plus stable, exposée. Chaque pas les rapprochait d'une ligne invisible qui, pour Naya, signifiait la fin d'une vie, et pour Ethan, la certitude qu'il ne pourrait jamais revenir en arrière. À la mi-journée, ils aperçurent les premiers signes humains, une vieille borne de pierre, presque effacée, vestige d'un accord ancien que plus personne ne respectait vraiment. Ethan s'arrêta devant elle. « Après ça, dit-il doucement, les règles changent. » Naya posa sa main sur la pierre. Les règles ont déjà changé. Elle le regarda. C'est seulement le monde qui va enfin s'en rendre compte. Il n'était pas seul à observer ce lieu. Ethan le sentit avant de le voir. Un mouvement à la périphérie de sa vision, une silhouette immobile sur une hauteur, puis une autre. Les poursuivants étaient revenus, plus discrets, plus déterminés. Pas une meute enragée. Des chasseurs patients. Ils nous laissent avancer, murmura Ethan. Ils veulent que nous passions. Naya comprit aussitôt. Pour dire que tu l'as fait, que tu m'as vraiment emmené de l'autre côté, Ethan serra les dents. Alors ils tenteront de nous arrêter ici, là où tout sera visible. Ils avancèrent malgré tout. Reculer n'était plus une option. La frontière n'était plus qu'à quelques centaines de mètres, matérialisée par un changement presque imperceptible du paysage, mais chargé de sens. Le vent se leva, froid, sec, comme pour marquer l'instant. Un cri retentit derrière eux. Pas un ordre, un appel. Naya. Elle s'arrêta. Ethan posa aussitôt la main sur son bras. Ne te retourne pas. Mais elle le fit quand même. Sur la crête, une femme se tenait, seule, sans armes. Une parente, une sœur, être. Son visage était ravagé par la colère et la peur mêlée. « Reviens » cria-t-elle. « Ils ne te feront pas mourir si tu reviens maintenant. » Naya sentit ses jambes fléchir. Le monde se rétrécit à cette voix. Tout ce qu'elle avait été, tout ce qu'elle avait fui, se tenait là, incarné dans ce regard qui la suppliait et la condamnait à la fois. Ethan se plaça à côté d'elle. Il ne dit rien. Il savait que ce moment ne lui appartenait pas. « Dis-leur la vérité », poursuivit la femme. « Dis-leur que tu as été manipulé, que cet homme t'a trompé. » Naya inspira profondément. Sa voix, quand elle répondit, était claire. « Personne ne m'a trompé. » Elle fit un pas en avant. « J'ai choisi. » Un murmure parcourut les silhouettes sur la crête. La femme secoua la tête, désespérée. « Alors tu es perdu. »« Non, » répondit Naya doucement. « Je suis libre. » Un coup de feu claqua, sans viser. Un avertissement. Ethan tira aussitôt en retour, brisant l'hésitation. Les silhouettes se dispersèrent. Le moment de parole était terminé. « Maintenant » cria-t-il. Ils coururent. Chaque pas était une déchirure pour Naya, mais elle avançait, portée par quelque chose de plus fort que la douleur. Ethan la soutenait sans la ralentir, adaptant son pas au sien. Les balles frappaient le sol derrière eux,
soulevant des éclats de pierre et de terre. Ils franchirent la borne ensemble. Rien ne changea immédiatement. Pas de tonnerre, pas de signe visible. Juste un souffle plus large, un espace ouvert devant eux. Mais derrière, les tirs cessèrent. Les hommes s'arrêtèrent à distance. Aucun ne franchit la ligne. Un silence étrange s'installa. Ethan se retourna lentement, arme toujours en main. Les silhouettes restaient immobiles, comme retenues par une barrière qu'aucune carte ne dessinait vraiment. Le message était clair. Ils pouvaient tuer pour empêcher, pas pour récupérer au-delà. Naya tomba à genoux, épuisée. Ethan la rejoignit, la soutint. « Tu l'as fait », murmura-t-il. Elle leva les yeux vers l'horizon inconnu. « Non, nous l'avons fait. » Le 9e jour se termina sans poursuite, sans cri, sans victoire éclatante, seulement avec le poids immense de ce qui venait d'être perdu pour toujours. Une terre, un nom, un passé. En échange, ils avaient gagné quelque chose de fragile et incertain, la possibilité d'un avenir. Mais la frontière franchie n'effaçait pas les conséquences. Elle ne faisait que les rendre irréversibles. Le 10e jour ne ressemblait à aucun autre. Il n'y avait plus de poursuites, plus de cris, plus d'armes pointées dans leur dos. Et pourtant, c'était le jour le plus lourd. Le silence avait changé de nature. Il n'était plus celui de la menace immédiate, mais celui des conséquences, profond, irréversible, comme une terre retournée après l'incendie. Le matin se leva lentement sur un paysage différent. La neige se faisait plus rare, tassée par le vent, laissant apparaître une terre sombre, gelée mais vivante. L'air semblait plus vaste, comme si l'horizon avait reculé pour leur faire de la place. Ethan se réveilla avant Naya. Il observa longuement son visage, marqué par la fatigue et la douleur, mais apaisé d'une manière nouvelle. Elle dormait enfin sans sursaut, sans murmurer des mots de fuite. Il se leva doucement, s'éloigna de quelques pas. Derrière eux, la ligne qu'ils avaient franchie restait invisible, mais il en sentait encore le poids dans son dos. Devant, il n'y avait rien de tracé. Aucune route sûre, aucune promesse, juste un espace à habiter. Quand Naya se réveilla, le soleil était déjà haut. Elle tenta de se redresser, grimaça, puis s'arrêta. Ethan s'approcha aussitôt. « Ne force pas, dit-il, pas aujourd'hui. » Elle le regarda longuement, comme si elle découvrait une nouvelle version de lui, débarrassée de la tension des jours précédents. « Ils ne sont pas venus, dit-elle. »« Non. » Elle ferma les yeux un instant. Alors c'est réel. Ils mangèrent en silence, partageant les dernières réserves. La nourriture avait un goût différent, plus simple, plus brut. Chaque geste semblait chargé d'un sens qu'il n'avait jamais eu auparavant. Après le repas, Ethan examina la blessure de Naya. Elle était encore grave, mais propre. « On doit trouver un endroit où s'arrêter, » dit-il. « Pas une cache, un lieu. » Naya hocha la tête. « Pas trop près des routes, mais pas trop loin non plus. » Elle esquissa un sourire faible. « Je ne veux plus me cacher comme une ombre. » Ils repartirent lentement. Gray avançait d'un pas calme, presque solennel. Le paysage changeait subtilement. Des collines plus douces, des vallées ouvertes, quelques arbres épars. À mesure qu'il progressait, Ethan sentit quelque chose se détendre en lui, comme une corde qu'on aurait trop longtemps tendue. En milieu de journée, ils aperçurent une ancienne bâtisse, presque en ruine, à l'abri d'un relief. Un abreuvoir gelé, des murs de pierre écroulés, mais encore solides par endroits. Ethan s'arrêta. « Ça pourrait tenir, » dit-il. « Le temps de te remettre. » Naya observa les lieux. Il n'y avait pas de drapeau, pas de signe d'appartenance, juste les traces d'une vie abandonnée depuis longtemps. « C'est bien, » répondit-elle. « Personne n'attend d'ici. » Ils s'installèrent tant bien que mal. Ethan ralluma un feu dans un foyer improvisé, nettoya un espace pour qu'elle puisse s'allonger. Naya s'assit contre le mur, regarda les flammes danser. « Toute ma vie, » dit-elle doucement. « On m'a dit où m'asseoir, où marcher, à qui appartenir. » Elle leva les yeux vers lui. « Aujourd'hui, je choisis même la manière dont je respire. » Ethan ne répondit pas tout de suite. Il sentait le poids de ses propres choix revenir, non plus comme une menace, mais comme une responsabilité nue. « Je ne sais pas ce que sera demain, » dit-il enfin. « Je sais seulement que je ne te rendrai pas, ni à eux, ni à ce que tu étais forcé d'être. » Naya esquissa un sourire. « C'est assez. » La nuit tomba lentement. Ethan monta la garde, mais sans la tension d'autrefois. Les ombres autour d'eux n'étaient plus hostiles. Elles existaient, simplement. À un moment, Naya l'appela doucement. Il s'approcha. « Tu peux dormir, » dit-elle. « Cette nuit, je veille aussi. » Il hésita, puis s'assit près d'elle. Le feu projetait une lumière chaude sur leur visage.
Pour la première fois, ils se regardèrent sans urgence, sans fuite. « Tu as tout perdu, dit-elle, à cause de moi. » Ethan secoua la tête. « J'avais déjà tout perdu. » Il inspira profondément. « Tu m'as seulement empêché de mourir lentement. » Elle posa sa main sur la sienne. Ce contact n'avait rien de précipité. Il était simple, ancré, réel. « Alors nous sommes quittes, » murmura-t-elle. Les jours suivants s'annonçaient incertains. Trouver des vivres, soigner la blessure, décider d'un avenir. Mais pour la première fois, ces incertitudes n'étaient pas des menaces. Elles étaient des possibles. Avant de s'endormir, Naya murmura. « Tu sais, la demande interdite n'était pas seulement de traverser la frontière. » Ethan la regarda. C'était de trouver un homme qui accepterait que je ne sois à personne, pas même à lui. Il sourit doucement. Alors je ferai de mon mieux pour être cet homme-là. Le feu s'éteignit lentement. Le 10e jour se referma sans éclat, sans victoire proclamée, mais avec quelque chose de plus rare. Une paix fragile, née d'un refus ancien et d'un choix assumé. La neige fondrait, les traces disparaîtraient, mais la décision, elle, resterait gravée. Et quelque part, au-delà des frontières et des lois, une nouvelle vie venait de commencer.